Histoire du sionisme et de l'État d'Israël. Nous retrouvons Ariel Danan. Bonjour Ariel. Bonjour Léa. Ariel, vous êtes docteur en histoire et vous êtes également le directeur du département culturel de l'Alliance israélite universelle. Et ce matin, vous avez choisi de nous parler de celui qui a modernisé la langue hébraïque, Eliezer Ben Yehuda, et de la renaissance de l'hébreu. Oui, Eliezer Ben Yehuda qui véritablement est celui qui a fait que la langue hébraïque est aujourd'hui une langue vivante parlée évidemment en Israël, mais pas que. Alors Eliezer Ben Yehuda est né le 7 janvier 1858 dans un petit village de l'actuelle Biélorussie. De son nom de baptême, si je puis dire, Eliezer Isaac Perlman, qui est originaire d'ailleurs d'une famille de chassidim. Son père décède alors que le petit Eliezer n'a que 5 ans et sa mère va l'envoyer étudier à l'école traditionnelle au Cheder. À l'âge de 14 ans, il part étudier dans une yeshiva dont le directeur soutient en secret le mouvement de la Haskalah, c'est-à-dire le mouvement des Lumières juives. C'est là que Eliezer va faire sa première rencontre avec un livre de grammaire hébraïque, livre qui va littéralement le passionner. Il s'intéresse aussi à la traduction en hébreu d'ouvrages modernes et c'est donc le premier pas vers l'hébreu moderne. Après avoir quitté la yeshiva, il passe le baccalauréat, mais il demeure toujours attaché à la religion. À cette époque, en tout cas, il est respectueux des mitzvot. En fait, il veut acquérir une culture générale. Et pour cela, il va partir à Paris en 1878, où il étudie la médecine. Alors, à Paris, il gagne sa vie difficilement. Il tombe également malade, il a la tuberculose et il va partir se soigner quelques mois en Algérie. En Algérie, où il affine sa réflexion sur la langue hébraïque, parce qu'il découvre dans ce pays que c'est dans cette langue qu'il peut communiquer avec les vieux rabbins algériens. Oui, et puis il revient à Paris et à son retour, il publie des textes. Déjà, il est assez jeune pour publier des textes sur l'importance de la langue hébraïque, donc il a ce souci de la langue. Effectivement, il a ce souci et c'est de retour à Paris qu'il va publier un premier article dans un journal Hachachar, l'Aube, où il affirme que la renaissance politique du peuple juif doit passer évidemment par l'installation en terre d'Israël, mais aussi en parlant l'hébreu, langue qui est commune à tout le peuple juif, et pas le yiddish, dit-il. Je le cite. Pourquoi en êtes-vous arrivé à la conclusion que l'hébreu est une langue morte, qu'elle est inutilisable pour les arts et les sciences, qu'elle n'est valable que pour les sujets qui touchent à l'existence d'Israël? Si je ne croyais dans la rédemption du peuple juif, j'aurais écarté l'hébreu comme une inutile entrave. Il est insensé, continue-t-il de clamer à grands cris, conservons l'hébreu, de peur que nous ne périssions. L'hébreu ne peut être que si nous faisons revivre la nation et la ramenons au pays de ses ancêtres. C'est la seule voie pour réaliser cette rédemption qui n'en finit pas. Sans cette solution, nous sommes perdus, perdus pour toujours. Donc il fait véritablement un lien entre la langue hébraïque et la réinstallation en terre d'Israël. Ouais. Lien finalement entre littérature et nationalisme. Je le cite encore, si nous ne désirons que le nom d'Israël ne soit pas effacé de la surface de la terre, nous devons faire une chose qui sera comme un centre pour tout notre peuple. Cette chose, c'est le peuplement d'Eretz Israël. Alors il va donc décider, et c'est logique, de s'installer en terre d'Israël. Et pour cela, il va contacter Charles Netter, l'un des fondateurs de l'Alliance israélite universelle, mais également le fondateur en 1870 de l'école d'agriculture de Mikvé Israël. Il va retourner entre-temps à Vienne, depuis Paris, pour épouser Deborah Yonès, fille de l'un de ses proches amis, et il part avec elle en terre d'Israël, où ils arrivent en octobre 1881. Alors, Deborah va mourir prématurément en 1891, lui laissant 5 jeunes enfants, et Eliezer va se remarier avec la jeune sœur de sa première femme. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il va faire en Israël? Alors, en Israël, en terre d'Israël, il s'installe à Jérusalem, dans un petit 2 pièces très modeste. Il écrit dans plusieurs journaux où il signe pour la première fois de son nom de plume Ben Yehuda, le fils de Judée. Et il entreprend son œuvre de transformer l'hébreu en langue moderne, alors que depuis des siècles, il est vrai qu'elle servait quasi exclusivement à l'étude de la Torah et à la prière, en tout cas pas en une langue parlée au quotidien.
Son fils, Ben Sion, dont le prénom est donc Ben Sion, le fils de Sion, Mhm. né le 31 juillet 1882, et il est le premier enfant à avoir été élevé en hébreu, à avoir comme langue maternelle l'hébreu. Mais d'après la légende, il serait resté mutique de nombreuses années avant enfin de prononcer ses premiers mots lors d'une dispute entre le père et la mère qui avait chanté à l'enfant une chanson en langue russe. Alors, Eliezer Ben Yehuda, en tout cas sur l'éducation de ses enfants, était extrêmement strict sur le rôle que devait avoir l'hébreu dans ce cadre. Sur un plan professionnel, 2 ans après son arrivée en terre d'Israël, il va fonder son propre journal et il va y multiplier les attaques contre les Ashkénazes vivant de longue date en terre d'Israël, accusés d'être trop conservateurs et de ne subvenir à leurs besoins que par des dons venus de diaspora. Alors, cela va tellement loin qu'il va être mis au Kherem en 1886 par les rabbins, il va être excommunié. 4 ans plus tard, en 1890, il continue ses efforts pour la renaissance de la langue hébraïque et il va créer pour cela le comité de la langue hébraïque. Un peu plus tard, alors que sa situation financière est extrêmement précaire, il accepte la proposition du directeur de l'Alliance israélite universelle à Jérusalem, Nissim Behar, d'enseigner à l'école de garçons, à condition de le faire en hébreu, et ce fut sûrement le premier cours d'hébreu moderne donné dans une école. Donc on est à la fin du 19e siècle, là. Exactement. Premier cours d'hébreu. Exactement. Et Eliezer Ben Yehuda va être emprisonné. Donc, Alors, on continue. Alors, au-delà de sa carrière de oui. pédagogue, on continue avec les controverses qui sont liées au travail de Eliezer Ben Yehuda. Et effectivement, en 1893, il va être emprisonné par le pouvoir turc. La Palestine, la terre d'Israël, était alors sous domination ottomane. Alors, pourquoi? Parce que Eliezer Ben Yehuda accusait les notables juifs d'envoyer leurs enfants dans des écoles de la mission, où ils apprenaient l'anglais, plutôt que dans des écoles juives. Il avait aussi fait publier un article de son beau-père dans son journal proclamant que Hanouka n'est pas seulement la fête de la fiole d'huile que nous connaissions bien, mais une fête nationaliste célébrant la révolte des Maccabim. Alors il est assez malaisé de savoir pourquoi Ben Yehuda fut ainsi accusé. Certains estiment que ce sont des rabbins ashkénazes de Jérusalem qui ont averti le pouvoir ottoman de l'article sur Hanouka, l'interprétant comme un appel à une révolte juive. Et ce serait en quelque sorte une vengeance des rabbins ashkénazes pour toutes les critiques de Ben Yehuda à leur encontre. D'autres affirment que le pouvoir ottoman s'intéressa de lui-même à cet article. En tout cas, lors de son procès, Ben Yehuda affirma son respect de l'Empire ottoman et accusa ses opposants de vengeance. Ben Yehuda fut finalement libéré, grâce notamment à l'intervention du baron de Rothschild, mais son emprisonnement suscita l'émoi de tous les sionistes à travers le monde, et même au-delà des militants sionistes. Ben Yehuda fut enfin lavé de tout soupçon en mars 1894, ainsi que son beau-père. Alors, Eliezer Ben Yehuda a continué son travail jusqu'à son décès en 1922. Il fut un acteur incontournable de la guerre des langues sur laquelle nous reviendrons la prochaine fois. En 1914, fuyant la persécution politique, il va être contraint de s'exiler aux États-Unis avant de revenir à Jérusalem à l'issue de la Première Guerre mondiale et de mourir quelques années après. Oui, le passionné de la langue. Exactement. Merci Ariel. Je rappelle que vous êtes docteur en histoire et directeur du département culturel de l'Alliance israélite universelle. À la semaine prochaine.